Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Eh ben bonjour. Bonjour à tous. Sylvain Caton. Olivier Lejeune. Voilà, nous sommes dans quel spectacle? Eh bien, nous sommes dans les mémoires d'un tricheur. Mais c'est ça, j'ai plus de mémoire, Ben, bien sûr. Mémoire d'un tricheur, Sacha Guitry. Vous À connaissez 19h, au Théâtre Éric Emmanuel Gauche. Schmitt, metteur en scène, merveilleux, une adaptation sublime, des critiques dithyrambiques. Venez voir, venez vérifier. Ce n'est pas de la publicité mensongère. Donc alors, tous les jours, Tous les sauf soirs, le lundi et le mercredi. et le voilà, mercredi, exactement. Et le dimanche à 17h30. Voilà, 10 Nous serons très heureux de vous y retrouver avec Jazzia, notamment. Jazzia, Actu Média, qui a eu le bonheur de nous opérer. Donc, voilà. Faire fortune en trichant. Avec les cartes, t'es devenu un véritable prestidigitateur. Olivier Lejeune, bonjour. Bonjour Jazzia. Ravi, vraiment. Alors, très souvent on me dit oui, mais tu donnes beaucoup ton avis. Pour une journaliste, c'est pas pro. Ben, moi, j'ai envie de donner mon avis. D'abord, humainement, je suis vraiment ravie de te rencontrer enfin, parce qu'on a beaucoup échangé. J'aime beaucoup ce que tu fais. On va dire l'homme de théâtre, l'homme de télé. On parlera aussi parce que j'ai un peu fouiné et j'ai appris qu'en 70, tu avais même inventé des jeux de société. Ça aussi, on en parlera, si tu veux bien. Homme de télé, bien évidemment, et puis l'homme tout court. Par rapport à tous les échanges que j'ai Vous fait. avez tort d'être devant ce côté-là parce que le spectacle il est là, il est de l'autre côté. Quel charmeur ce garçon. J'ai envie de te demander comment tu vas. Bah bien, très bien. Bien, c'est vrai, Bah, tout toujours, va bien. avant de jouer, Ouais. là il est 17h30, représentation à 19h au Théâtre Gauche. Tu as eu le bonheur de nous faire, c'était très sympa la critique joyeuse que tu nous as faite. Donc, Mémoire d'un tricheur, texte de Sacha Guitry, pardon, l'émotion. Mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt, donc on joue tous les jours à 19h, sauf le dimanche à 17h30. Donc voilà, donc à l'approche de jouer Avec un compère exceptionnel. exceptionnel. Ah oui, oui, tu m'as Sylvain Caton. Génial. Sylvain Caton, c'est une merveille. Une révélation, parce Ah que oui. je connaissais pas du tout. Et il est à mourir de rire. Il C'est un fait personnage. une dizaine de personnages Ouais. en 1h20. Il se change. C'est vraiment un frégoli extraordinaire. C'est un Arturo Brachetti moderne. vrai, en plus. Il devient une femme, il devient un petit bonhomme, il devient un militaire, une vieille comtesse, un espion russe, un surveillant de casino. Enfin, il fait tout. Il est formidable. Et comment est-ce que, parce qu'on sent une espèce de complicité extraordinaire entre vous sur scène. Vous êtes comme ça dans la vie, tous les deux? Oui, humainement, la Ouais. rencontre a été très... Moi aussi, je n'avais jamais travaillé avec lui. C'est Éric Emmanuel Schmitt qui l'avait déjà engagé dans Qui est un metteur en spectacle scène. qui s'appelait The Guitry, avec Claire Kem notamment. Et j'avais trouvé qu'il avait un petit personnage. J'ai trouvé que... Et quand Éric Emmanuel Schmitt, notre metteur en scène, est adaptateur de cette pièce, Ouais. puisque la pièce n'existe pas, c'est un roman de Sacha Guitry. Et voilà, donc il a dit... j'ai C'est pensé- son seul roman d'ailleurs. C'est le seul roman, bravo. Et c'est qu'il y a des Ah, lettres. je fouine, je cherche, moi. Et donc voilà, donc Curieuse. c'était une belle rencontre. Tout de suite, en plus, on a très peu rencontré parce qu'au même moment, je tournais un film en Tchéquie. Oui. Maintenant, on dit ça, on dit plus République tchèque, Tchéquie. Edmond. Voilà, Edmond, pièce exceptionnelle d'Alexis Michalik qui triomphe depuis 3 saisons. Qui a eu les Molières, il me semble. 5 Molières, cinq bravo, Molières, au ouais. Théâtre du Palais Ouais. Royal. Ouais. Et ça a été une rencontre humaine et artistique avec d'abord Alexis, l'auteur, qui a écrit plein de succès. En ce moment, il a 4 pièces sur Paris qui cartonnent les 4. Donc c'est vraiment la chance pour un acteur qui a dépassé les 60 ans de rencontrer les forces vives de la création future et d'être apprécié. Donc voilà, donc on a très peu répété le Guitry, on a répété 6 jours. Ouais. Et tout de suite, Sylvain, ça a été un coup de foudre artistique et humain. Dans la vie, il est aussi exceptionnel que sur scène. Olivier, dis-moi, est-ce qu'on peut parler, parce que ça va nous rajeunir tous les deux, de tes débuts? Alors moi j'ai appris également que tu as commencé au lycée, lycée Pasteur. Alors c'est marrant parce que c'est un lycée dans lequel a été Junio par exemple, Thierry Lhermitte, etc. On se lève un matin et on se dit j'ai envie de faire de la comédie, ou est-ce que Alors, parce qu'on a fait un peu le clown à l'école, non. ça se passe comment?
Je crois qu'en effet, c'est un logiciel. On a tous, moi j'ai eu la chance d'être baigné dans un milieu artistique par ma mère, par ma grand-mère, par mes femmes, je dirais, Oui. qui sont, j'ai toujours ma mère, Dieu merci, peintre, ma grand-mère était peintre, amie de la princesse Caroline Grace de Monaco, pardon, et donc j'allais à Monaco dans ses bagages, elle exposait, elle faisait l'étoile pour le paquebot France. Ouais, c'est dans les gènes. Voilà, donc voilà. Et puis ma grand-mère m'emmenait à la Comédie Française à l'âge de 7-8 ans, je voyais déjà Jean Piat. Je dis déjà parce qu'il est venu la semaine dernière ici dans la salle et j'adore cet homme-là. Et je l'ai vu dans Ruy Blas, dans Cyrano de Bergerac. Et pour un jeune garçon, on m'avait fait faire un petit smoking parce que c'était les mardis soirs habillés de la Comédie Française. C'était un univers. Donc, amour du théâtre, envie d'écrire, envie de faire du théâtre ou de la musique. J'ai hésité longtemps. Oui. Pendant 6-7 ans, je faisais 6 heures de piano par jour, de la clarinette, je tenais l'orgue de l'église Saint-Pierre de Neuilly. Et puis, il y a eu un petit club dramatique qui s'est créé au lycée Pasteur à Neuilly, où mon père avait été élève de Jean-Paul Sartre comme prof de philo. C'était donc une bonne maison. Et ce petit club dramatique, j'avais 16 ans, et ben j'ai commencé ma première mise en scène, une pièce de Giraudoux, où j'ai gardé le programme, où j'avais distribué Gérard Jugnot, en effet, Michel Blanc, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle. Dans les aînés, il y avait André Dussolier, Jacques Weber qui venait un peu draguer. C'était une pépinière, c'était le petit club dramatique. Et tous, voilà, j'étais le seul de toute cette petite troupe à vouloir présenter, poussé par mon père, ce concours national du conservatoire. Tout à fait. J'ai été reçu, et donc du coup... De la rue Blanche. De la rue Blanche d'abord, bravo, et puis après le conservatoire. Donc pareil, on était 1000 garçons, 1000 filles à se présenter, ils prenaient 8 garçons, 8 filles. Me voilà pris, et du coup, Junio, je le verrai toujours dans la cour, il dit « Oh, tu vas te faire chier, viens avec nous, on va faire du café-théâtre, on va se marrer. » Et mon père m'a dit « Non, si tu veux faire l'artiste, passe par une école nationale. » Est-ce que ça change quelque chose quand on passe par une école? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de comédiens ou des gens qui sont sur scène, qui font du one-man show, par exemple, qui vont sur scène, qui s'essayent, mais qui ne passent pas par le parcours classique, on va dire. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des bases qu'on apprend? Parce que tu parlais de diction. Moi, je suis une dingue de diction. Je crois que ça vient de mon père, qui a fait beaucoup de radio. C'est pas possible de ne pas avoir une bonne diction et aller sur scène. Mais je pense en effet qu'il y a quelques cours, entre guillemets, des bases sérieux. Jean-Laurent Cochet était un professeur, je dis a été, toujours eu envie, Dieu merci, mais ça a été un très très grand professeur. Jean Périmoni, tous ces cours-là où on apprenait, là je sors d'une petite opération, donc je zozote un peu, mais sinon j'ai été premier prix de diction au conservatoire. Formidable. On pose bien la voix, bien articulée. Et c'est vrai que beaucoup de spectacles, et puis même surtout, Cochet apprend à ses élèves à parler juste, même sentiment, même note. Marivaux, Musset, Racine, Corneille, mis en scène par des génies tels que Jean-Laurent Cochet. Lucchini ne dira pas le contraire, puisque ça fait 30 ans qu'il crie sur tous les toits que Cochet est le plus grand professeur de théâtre. J'ai eu la chance d'avoir donc Jean-Laurent Cochet, mais en amont, Jean Meyer, qui était élève de Louis Jouvet. C'est la même école, Louis Jouvet, Jean Meyer, Jean-Laurent Cochet. Et c'est vraiment, c'était des grands profs. Donc c'est vrai que il y a beaucoup peut-être de jeunes comédiens qui vont avoir du mal à jouer, même du Guitry. Guitry, c'est assez compliqué, parce qu'il y a un phrasé, il y a une, il y a une rondeur des mots, il y a une fluidité, et en même temps, il y a une rigueur. De subtilité également extraordinaire, il y a une rigueur, exactement. Le nombre de comédiens avec qui j'ai joué du Guitry, qui vont vous dire, je ne serai pas. Je dis, mais sur la partition, c'est marqué quoi? Est-ce que Sacha Guitry aurait dit je ne serai pas? C'est marqué je ne serai pas. Donc je ne serai pas, ok, mais pas je ne serai pas. Donc voilà, donc il y a beaucoup de. En même temps, de travailler la diction comme ça, et la précision du texte, ça oblige à une rigueur. Et cette rigueur-là, malheureusement, se perd beaucoup dans beaucoup d'inexactitudes. Le nombre de pièces classiques que je vois par la Comédie Française, bien sûr, et encore, où les Alexandrins sont bancaux, comme on dit au casino. Non, sont bancales, il n'y a pas de... Il y a 13 pieds, il y en a 11, on fait des éditions. Non, les traditions ne doivent pas se perdre. Ouais. Et tu trouves que... Est-ce que tu penses que justement... Il y a du travail à faire avec surtout le théâtre. Moi, je trouve que le théâtre a une exigence que la radio et la télévision n'ont pas.
que le cinéma non plus n'a pas. Le théâtre doit être exigeant. Oui. Et les gens qui viennent voir une pièce de théâtre devraient également l'être. Mais c'est Est-ce la qu'aujourd'hui rigueur. ça se perd? Est-ce que Oui. cette rigueur se perd? Oui, mais on devrait déjà faire un examen des poumons des spectateurs pour éviter qu'ils toussent. Bon, ça c'est le côté des spectateurs. Mais c'est vrai que le théâtre, on ne peut pas tricher. Quand je compare, je dirais que c'est presque un art, entre guillemets, de feignant par rapport aux musiciens et par rapport aux danseurs, qui, eux, font des heures de bar. Le nombre de comédiens qui arrivent et qui s'échauffent la voix après la représentation dans le restaurant en train de dîner. Non, il faut faire des exercices, penser à son personnage, et c'est ça qui est passionnant. Dis-moi Olivier, qu'est-ce qui a fait que tu bascules vers la télévision? Parce que tu as d'abord commencé... D'ailleurs, tu as commencé tout jeune, Oui. et j'ai vu que tu avais joué, tu as eu un rôle, c'était les aventures de Rabbi Jacob. Oh, oui. Ça fait bien longtemps. Oui, celle-là, j'ai bien fait y aller ce jour-là parce que pendant 50 ans derrière, on m'en en a parlé. Non, mais Margot Capelier, qui était la grande directrice de casting de l'époque, était venue au conservatoire faire son marché pour des petits rôles. Et elle m'avait repéré. Et c'est vrai que de tourner 15 jours aux Invalides à côté de Louis de Funès, Gérard Houry, dans la scène du mariage vers la fin, Xavier Gélin, avec qui j'étais très copain, je faisais le témoin du mariage. Donc voilà, avec une phrase et demie, t'es sûr que t'étais à Notre-Dame. C'est tout ce que j'avais à dire, mais ça m'a fait 15 jours de tournage. Et puis 50 ans de... Il a tourné dans Rabbi Jacob. Oui, c'est vrai. Mais non, je ne savais pas du tout, donc ça m'avait fait sourire, d'autant plus que nous, sur Actu-Média, on avait reçu Henri Guibé, qui est venu nous raconter un peu quelques petites anecdotes sur le cinéma de l'époque. Voilà, ça m'avait fait sourire. Mais non, c'était un vrai bonheur. Et puis, voilà, mais en fait, pour résumer, après le conservatoire, j'ai fait à la fois du musical, j'écrivais des sketchs. Donc, depuis 40 ans, 73, 72, on est en 2018, fait 46 ans. J'ai une grosse période musicale pendant 12 ans, avec Patrick Green, un numéro de dutiste. Paul Ederman, qui était notre producteur. On a vendu 10 millions de 45 tours, toutes les premières parties des gens les plus importants du musical. Ici, on est rue de la Gaîté, mais j'ai fait 3 ans de suite, la première partie de Georges Brassens, Georges Moustaki à Bobino, les premières parties de Claude François, Thierry Le Luron, bien sûr, Serge Lama, Balavoine, voilà, toutes ces personnes-là, des arènes, des spectacles d'été, 6-7 000 personnes, voilà, donc nous on dégoisait beaucoup sur l'actualité, on était les mauvaises langues du PAF, un duo très rapide, donc des millions de 45 tours, Monsieur le Président, Paul Ederman, merveilleux producteur. Après, très copain avec Coluche, donc on a vu toutes ces personnes devenir des stars. Et puis en 82, on s'est un peu séparés, même beaucoup avec mon partenaire. Voilà, ça ne le faisait plus, on n'avait pas la même conception du travail. Moi, j'étais plutôt du genre bon élève, staccanoviste, et lui était plus du genre un peu dissipé. Donc on s'est séparés, donc du coup après je suis revenu au théâtre, mais je ne veux pas anticiper tes questions. Ah non du tout, parce que je me disais, est-ce qu'on travaille de la même façon quand on est comédien et lorsqu'on est acteur, et lorsqu'on fait de l'animation, télé, etc. Le travail est le même, ou ce sont des disciplines, j'imagine, très différentes, mais est-ce qu'on travaille de la même façon? Est-ce qu'on a le trac de la même façon? Est-ce qu'on a les mêmes exigences? Est-ce qu'on... ça se passe comment? Tout dépend comment tu considères ton métier. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très consciencieux, gros travailleur. Donc, on a beaucoup fait appel à ma plume. J'ai énormément écrit. Après, quand je suis revenu dans le monde de la télé, justement, pour le Petit Théâtre de Bouvard, pour la classe. La classe, oui. Pour toutes les émissions de Dilux, etc. Donc, j'étais celui qui rendait service, qui pouvait écrire toute une nuit sans se fatiguer, soi-disant. Donc, j'ai écrit beaucoup de crottes aussi, parce qu'on ne peut pas non plus pondre comme ça en permanence. Mais ma plume m'a permis... Tu as écrit aussi des pièces de théâtre également. Ça, c'est quand j'étais un peu... Parce qu'après, j'ai fait de l'animation de télé en Belgique pendant 6 ans, bon week-end, sur la RTBF, sur la télévision suisse romande pendant 2 ans, Loge de Star. Toujours ça grâce à ma plume. Parce que je savais habiller les autres. Et d'ailleurs, Philippe Bouvard n'arrêtait pas de dire, vous êtes vraiment un caméléon d'écriture, vous demandez un sketch pour Gilbert Bécaud, vous le faites dans le style Bécaud, pour Michel Galabru, vous écrivez à la Galabru. Bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce genre. Donc non, je dirais que l'unité de tous les travaux, que ce soit le comédien, l'auteur, le metteur en scène, etc., c'est toujours le goût du travail bien fait, le perfectionnisme, et j'ai toujours été très, très tourné vers les autres. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que... Mais ça se ressent, ça. Je n'ai pas... Oui, mais c'est peut-être pour ça que j'ai plein de mes copains qui,
ont explosé, qui sont devenus des vrais gros stars, parce que toute leur énergie a toujours été tournée vers eux. Alors que moi, j'ai toujours été tourné vers les autres. Mais je ne regrette rien, on ne changera plus. J'adore, pour moi, j'ai une de mes idoles, c'est Patrick Sébastien. J'ai passé des nuits de travail pour lui, de phosphore. On a fait des émissions ensemble, des concepts ensemble. Là, je continue à mettre en scène la prochaine pièce que je vais mettre en scène, c'est la sienne. Encore une, c'est la troisième que je vais mettre en scène de Patrick, qui s'appelle Le Sommelier, avec Didier Gustin, Philippe Chevalier et deux comédiennes merveilleuses, Marianne Giraud et Juliette Poissonnier. On viendra d'ailleurs voir et je pense qu'on viendra aussi... Ça c'est pour l'octobre prochain. Donc voilà, moi je suis très curieux des autres et très admiratif de tous les créateurs. Tous les créatifs, c'est génial. C'est génial. Merci pour la petite dédicace à Patrick Sébastien, d'ailleurs qu'on a eu également. Alors pas sur Actu Média, mais c'était pour une radio pour laquelle je travaillais, c'était pour Algichan 3, une radio algérienne, il y a quelques années. Voilà, il s'était produit. On avait aussi parlé de son livre, Le Dard, à l'époque. Voilà, donc je l'avais rencontré au théâtre du Gymnase. Donc petite dédicace à Patrick Sébastien. On parle un peu, parce que tu es un grand passionné, je te sens même à la limite très curieux. Et on va parler de ce que tu as fait dans les années 70. Tu as créé 2 jeux. Oui, alors là, on va revenir justement dans le domaine du mémoire d'un tricheur. Ouais. Parce que le jeu a toujours été ma passion la plus inavouable. À l'âge de 18-19 ans, j'ai gagné beaucoup de sous avec le music hall et j'ai découvert, hélas, l'univers des casinos. Et je me suis fait interdire au bout de 2-3 ans, mais après avoir dépensé tout l'argent que j'avais dépensé et que j'avais gagné music hall, tous les droits d'auteur de ce fameux sketch qui a été un gros tube, etc. Mais je ne pensais plus qu'au jeu. Hein. Je vivais pour le jeu. La nuit, je criais des numéros de roulette. C'était la roulette qui m'a rendu fou, mais vraiment fou. J'aurais été capable d'arracher le sac à main d'une dame dans la rue pour aller jouer. Complètement addict du jeu. Complètement addict. Du matin au soir, je pensais qu'à ça. On y sombre facilement dans le jeu, ou est-ce qu'on peut aimer le jeu sans forcément y sombrer? Oui, il faut être passionné peut-être. Mais je remercie le ciel de m'avoir fait découvrir ce vice. C'est vraiment le jeu de Dostoïevski à côté, c'est un enfant de cœur. J'ai pensé au suicide. D'avoir découvert ce vice jeune. Les gens qui découvrent cet incendie à l'âge de 40-50 ans, ils sont cuits. Donc je me suis fait interdire. Puis après, la rage m'a pris quand même. Et donc comme j'ai tellement joué, mais en fait, c'était pas l'argent. Le vrai joueur, l'argent n'a aucune importance. Tout à fait. C'est le fait de jouer. Et ça, on l'apprend d'ailleurs dans la pièce. Donc il faut jouer, on a envie de jouer, même pour 1 centime. Le Kid de Cincinnati avec Steve McQueen, film extraordinaire pour tous les joueurs. À la fin, il est ruiné, il joue pour 1 centime avec un petit garçon, là, la pièce la plus près du mur, quoi. Donc c'est vrai que c'est le fait de jouer. Du coup, j'ai commencé à me dire, inventer des jeux de société, le jeu du président, qui a été un super carton, le jeu des vedettes, qui s'est traduit un peu dans le monde entier. J'avais d'ailleurs obtenu l'accord de toutes les stars de l'époque, que ce soit Alain Barrière, Alain Delon, Brigitte Bardot, je les mettais en carte à jouer, Jodassin, Carlos, Coluche. Donc voilà, chaque jour était un manager qui propulsait, donc il avait une équipe d'artistes. Donc j'avais les vraies photos, les vrais artistes. J'avais eu le culot au Poiret Serrault de demander, voilà, Patrick Sébastien, de demander à Annie Cordy. Enfin, j'ai vraiment un panel. J'ai dans mon bureau tous les mots signés Gainsbourg qui avait accepté. Donc c'était vraiment formidable. Et après, j'ai fait plusieurs jeux télévisés, dont un qui a hyper cartonné sur Canal+, après la Maxi-Tête, ça s'appelait La Gueule de l'Emploi. Pour l'autre, c'était Qui est devenu Qui après. Donc voilà, là aussi, j'avais pris un petit caméscope, j'avais été tourner mon cordonnier, mon crémier et mon libraire. Et j'avais été voir Alain de Greff, qui était patron de Canal+, qui avait appelé dans son bureau Pierre Lescure, qui avait dit ce jeune homme a une idée très amusante d'un jeu complètement inédit. Voilà, qui est le libraire, qui est le crémier et qui est le marchand de chaussures. Et après, j'avais décliné avec leurs 3 gonzesses. Qui est la femme du libraire, qui est à la gueule. Donc voilà, et du coup, c'est resté 1 an et demi à l'antenne. Après, j'ai fait des jeux pour France 3, Joyeuse Plaque, pour TF1, après il le passait le samedi après-midi dans La Une est à vous. Après, avec Guy Lux, on avait fait un jeu qui s'appelait L'Escargot, qui n'est pas resté très longtemps, parce que Guy Lux avait tellement modifié ma règle de jeu. Enfin voilà, donc, mais c'est vrai que du coup, mon talent je dirais mon vice,
je l'ai passé, voilà, mais maintenant je suis complètement guéri, je peux rentrer dans les casinos, c'est comme un grand brûlé, quoi. Hein. Je vois un feu, je m'écarte, mais ça y est, cette excitation, je l'ai trouvée dans le jeu d'écriture, dans le jeu du boulot, donc j'ai compensé ça. Et donc, justement, tu me fais une belle transition, parce qu'on va parler justement de la pièce de Guitry, donc tirée de son roman. Qui était un grand joueur, Guitry aussi. Dis-nous tout, alors parle-nous un peu, on se fait un petit pitch comme ça. Comment ça s'est passé? On te l'a proposé, cette oui, pièce je crois qui te va, j'ai envie de te dire, comme un gant. Oh, c'est gentil. Non mais ils sont deux y avoir pensé en même temps. C'est Jean Martinez, qui est un producteur que j'adore, qui m'avait fait faire déjà il y a 2 ans Une folie. Ouais. C'est mon 3e Guitry. Hein. J'ai eu la chance aussi que Pascal Héritier, Artemis Diffusion, qui a Tête d'Or à Lyon, a été le tout premier à penser à moi pour faire jouer du Guitry, alors que j'avais une image d'acteur de boulevard. Mais il s'est souvenu de mes premiers amours classiques. Donc du coup, je dirais tous les journalistes, entre guillemets, sérieux, on dit « Ah, mais dis donc là, on retrouve le Livy le Jeune qu'on aimait bien, incroyable. » Alors que c'était presque plus dur de jouer du boulevard quand on le joue bien que quand on a un peu la formation classique. Enfin, fin de la parenthèse, c'est comme ça, on vous étiquette. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de copains comédiens qui ont fait des très belles carrières parce qu'ils se sont toujours cantonnés à des textes, entre guillemets, dits intelligents et sérieux. Ouais. Et du coup, vous prenez une étiquette d'acteur. Et c'est vrai qu'en plus, on l'apprend très vite, l'étiquette. Malheureusement ou heureusement, parce que parfois, ça porte un peu préjudice à l'artiste, parce que l'artiste a le droit d'aller, j'ai envie de te dire, voilà, picorer à droite et à gauche, et puis revenir à sa formation. J'ai fait travailler plein de personnes, plein de copains, puis mes pièces ont très bien marché, elles ont été traduites à l'étranger, tout bascule la première, là je suis en train de finir d'écrire la 8e, donc moralité, voilà, Guitry. Éric Emmanuel-Schmitt m'avait vu. Qui est le metteur en scène. Qui est le metteur en scène, et le patron du théâtre Rive Gauche où nous sommes, il y a 2 ans, m'a vu dans Une folie, il m'a dit, mais Éric, c'est un très grand auteur, traduit dans le monde entier, 45, il est vraiment vivant dans 45 pays, un type d'une sensibilité. J'ai découvert à la fois un ami, un metteur en scène, et on a vraiment flashé sur notre façon de concevoir ce métier, c'est-à-dire la musicalité. Il adore la musique, j'ai failli être chef d'orchestre, donc c'est vrai que le théâtre pour moi c'est de la musique. Donc voilà, donc il a dit, avec Jean Martinez, on a dit, ah mais tiens, le roman d'un tricheur, ça n'a pas été monté depuis. C'était une première adaptation de Jean-Laurent Cochet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 25 ans, Francis Huster, avec qui j'ai bossé à Giraudoux et le précédent Guitry. Et voilà, donc ça faisait 15 ans que ça n'a pas été remonté. Donc en fait, l'adaptation d'Éric Emmanuel-Schmitt est une sorte de petit bijou dans le fait que c'est, je dirais, la plus vivante. J'ai vu les précédentes adaptations, je dirais que c'est la plus vivante parce qu'on a l'impression à la fois d'entendre le roman et de voir le film. Donc il a vraiment fait un travail de compilation, de précision, et en plus l'idée de prendre un seul comédien merveilleux, Sylvain Catan, pour jouer tous les autres personnages, ça fait quelque chose d'assez complètement pittoresque. Et... Donc voilà, donc c'est un grand bonheur. Moi, je pourrais jouer du Guitry toute ma vie. C'est mon idole absolue. Ouais. Cet homme... Un génie des mots. Mais un génie, vous vous rendez compte, c'est quel visionnaire. Il est né en 1885, mort en 57. La pièce, là, le roman, c'est en 1935. Donc même ce qu'il disait dans Une folie qu'il avait écrit en 1938, c'est incroyable. C'est les relations homme-femme, il a tout vu, il aimait les femmes. Bien sûr qu'il n'était pas misogyne. Il aimait trop les femmes, mais il aimait aussi beaucoup trop son boulot. Donc les femmes, certaines ne lui pardonnaient pas et le trompaient. Mais s'il avait été heureux en amour, il n'aurait pas écrit le 10e de ses mots d'esprit. Il n'aurait pas été Guitry. Merci de l'avoir rectifié. Dis-moi, Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter lorsque tu n'as plus rien à prouver? C'est-à-dire que tu as fait beaucoup de... tu as quand même fait beaucoup de choses. De ne pas t'arrêter, de toujours continuer. Toujours progresser, s'améliorer. Et en écriture, et en jeu de comédien, et en intériorité, et humainement, dans la vie, aider
aider, transmettre. J'arrive à un âge où maintenant on a envie d'aider des jeunes qui démarrent. J'ai 2-3 poulains comme ça que je surveille, que je vais aider. Qu'est-ce que tu pourrais d'ailleurs conseiller aux personnes qui voudraient faire, qui rêveraient de faire du théâtre, ou qui commencent à faire du théâtre? Qu'est-ce qu'on peut leur dire en un seul mot? Persévérance, peut-être travailler plus. Ne vous découragez pas. C'est important. La passion, c'est un moteur merveilleux. Aimez ce que vous faites, les gens vont le sentir. Soyez généreux, aussi bien sur scène que dans la vie. Non mais c'est vrai, il faut avoir envie de donner. Et si vous avez envie de donner, les gens ils vous donnent en retour. Hein. Olivier Lejeune, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Mais t'as tout demandé, tu as bien travaillé. Mais je regrette qu'il n'y ait pas eu un contre-champ, parce qu'elle est adorable à regarder. Elle est joyeuse, c'est un soleil. Monsieur a très bon goût. Alors, on récapitule quand même. Oui. Mémoire d'un tricheur, donc c'est où, à quelle heure, jusqu'à quand? Alors, jusqu'au 13 mai, Mémoire d'un tricheur, théâtre Rive-Gauche, 6 rue de la Gaîté, tous les jours à 19h, sauf les lundis et mercredis qui sont relâches, et le dimanche, on a une matinée à 17h30. Voilà, donc ça c'est jusqu'à maintenant. Après, on verra ce que les petits cochons ne nous mangent pas. Peut-être une reprise, une continuité, mais en tout cas, on sera en tournée à partir de janvier 2019. Une très jolie tournée qui s'annonce, et on a déjà quelques dates cet été. Par exemple, nous serons le 3 août à Carqueiranne, près de Hyères. Le théâtre in situ, c'est une merveille. J'ai eu la chance de jouer mes précédentes pièces. Nous serons aux Nuits Auréliennes de Fréjus. Donc voilà, il y aura quelques festivals d'été. Non mais c'est merveilleux la vie d'artiste. Je comprends. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Venez avec nous. C'est une vie merveilleuse. On a l'impression de vivre 500 000. Tiens, viens faire un petit bisou. T'es par là. Bonjour Sylvain, ça tombe très bien. Oui, parce qu'on a dit beaucoup. On a beaucoup parlé de toi justement. Viens te mettre devant la caméra. Jazia qui t'avait fait une critique formidable. Oh là là. Dis bonjour à ces nos amis. Voilà mon partenaire d'amour. Voilà qui a affronté la neige, parce que nous sommes à Moscou. Oui, nous sommes en direct de Moscou. Oui, c'est ça, en direct de Moscou. Nous sommes ici par moins 43 Et degrés. confiance. Ayez confiance. C'est un bonheur de le retrouver. Sylvain Catan, excellent comédien. Merci. Voilà, je voulais quand même te remercier parce Merci à vous. que c'était génial. Il y avait une espèce où vous embriquez tous les deux sur scène. Mais c'est si tu voyais vraiment dans les très beau. coulisses. Ça ne me regarde pas. Ça s'embrique, mais ça s'embrique. Non, c'est un partenaire. Oui. Je voudrais juste dire que c'est de ma jeune carrière. Attends. C'est un partenaire absolument fabuleux. J'ai aucun C'est un doute. bonheur Ouais, j'ai tous aucun les doute. soirs. C'est ce que je lui disais C'est gentil, merci. il y a quelques jours Ouais. par message. Et c'est un vrai bonheur de retrouver Olivier tous les soirs. Le bonheur, si on ne sait pas où il est au Rive-Gauche Ça, c'est tous les soirs à Mais 18h. le public scène. le sent. Le public C'est le vrai. sent. Je pense C'est vrai, que le public le sent. Je le confirme. Moi, je suis venue accompagnée donc d'une amie, et c'est vrai T'es qu'on partie s'est vite comme une régalé. voleuse. C'est vrai, je suis partie très vite parce qu'il y avait des gens Ah oui. qui vous attendaient. Ah oui. Voilà, et puis je savais qu'on allait se voir et que j'allais vous avoir tous les deux pour moi. tous les deux. Voilà. Merci. En tout cas. Merci beaucoup en Merci, tout cas Mathilda. à vous deux. Merci. Et puis on dit quoi pour ce soir un Merdoum. artiste Bah, Merdoum. parce que c'est la première en fait. Hein. Oui, Oui. c'est vrai, c'est tous les soirs. C'est tous les soirs la Tous les première, soirs, j'imagine. Donc ce soir, c'est Merci la beaucoup. 26e. 26e. Ouais. Eh ben, en tout cas, plein de bonnes choses pour vous. Là, pour cette pièce et puis pour les choses à Et pour la venir. suite, bien sûr. Tu le verras après, il a des super projets. Avec plaisir. Merci à vous deux. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt.